Bonjour à tous. Donc, on m'a chargé ce matin de faire un descriptif des inégalités de santé, qui, comme cela a été dit, en fait, porte sur les différences de santé entre groupes sociaux. Alors, la première chose que l'on peut dire sur ces inégalités, c'est qu'il y a un gradient social de santé, c'est-à-dire qu'il y a des différences qui se lient tout au long de la distribution sociale. Alors, on connaît, par exemple, assez facilement ce phénomène à travers les différences d'espérance de vie, ici à 35 ans, en France, selon les derniers chiffres connus. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, chez les hommes, qui sont ici les bâtons en bleu, eh bien, on voit que l'espérance de vie des cadres est au-delà de 47 ans, alors que celle des ouvriers est un peu inférieure à 41 ans. Donc, on a aujourd'hui 6 ans d'écart d'espérance de vie. Alors, chez les femmes, ça paraît un peu plus régulier, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu pentu. Et donc, nous avons aussi des inégalités de mortalité chez les femmes. Alors, si maintenant on s'intéresse à d'autres indicateurs, par exemple ici, ce sont les dernières données dont on dispose à partir de l'enquête santé-protection sociale 2012, et vous avez ici des risques relatifs de mauvaise santé avec plusieurs indicateurs de santé, santé perçue, maladies chroniques et limitations. Et donc, tout cela est rapporté aux risques que connaissent les 20% de la population les plus riches. Et comme vous pouvez le voir, on a là encore cet effet graduel et nous avons près d'un doublement, par exemple, du risque de mauvaise santé, par exemple avec la santé perçue, parmi les 20% les plus pauvres de la population. Mais on voit qu'au milieu de la distribution aussi, on a des différences. Et là encore, il faut mieux donc faire partie des 20% les plus pauvres, par exemple, que les 20% du dessous. Alors si maintenant on prend un autre indicateur, donc l'éducation, donc nous avons vu des inégalités par rapport à la profession, ici par rapport aux revenus, eh bien par rapport au niveau d'éducation, là encore, bien sûr, à âge et sexe comparables selon les groupes, eh bien on observe là encore des inégalités, donc là encore toujours ce risque de mauvaise santé qui diminue tout au long de la distribution. Donc, clairement, quels que soient donc les indicateurs que l'on observe, quelles que soient les maladies que l'on prenne, on observe ces différences. Alors, qu'en est-il à présent de leur évolution ? Eh bien, en fait, ce gradient social de santé, il ne semble pas véritablement se réduire dans le temps. Alors, quand on le prend en termes absolus, en fait, on voit par exemple une assez forte stabilité des écarts. Si on les prend en termes relatifs, comme je viens de vous le présenter, par exemple, on voit qu'on a plutôt une tendance à l'augmentation. Donc, vous avez ici des indices synthétiques d'inégalité qui représentent le surrisque des personnes les moins éduquées par rapport aux personnes les plus éduquées. Et donc, ce que l'on voit ici, par exemple, pour la mortalité, c'est que ça n'augmente pas beaucoup pour l'ensemble des décès, mais chez les hommes, par exemple, à gauche, on voit quand même une tendance à l'augmentation de ces inégalités. Mais si l'on prend certaines pathologies, notamment ici la mortalité par risque cardiovasculaire, on voit une très forte augmentation avec les années de ces inégalités, en particulier chez les femmes. Alors si on regarde certaines pathologies en particulier, c'est vraiment très net. Et vous avez ici un travail qui avait été fait par Gwen Mainviel sur la mortalité par cancer du sein, et qui montre en fait que dans les années 68, en fait, carrément, c'était des inégalités qui étaient inverses. Le cancer du sein était un cancer des femmes riches, des femmes éduquées, et donc on avait un gradient inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une mortalité plus forte chez les femmes les moins éduquées. Or, ce que l'on voit, c'est qu'avec les années, eh bien, on a aujourd'hui on a eu une diminution de ces inégalités qui étaient en faveur des plus éduqués pour avoir aujourd'hui l'émergence d'un gradient dans le même sens que les autres. Donc, globalement, ce que l'on voit, c'est que pour l'ensemble des pathologies, nous commençons à avoir une augmentation de ces inégalités. Situant enfin la France par rapport aux autres pays européens, eh bien, ce que l'on sait, alors ça dépend là encore des indicateurs retenus. Quand on prend des indicateurs de santé perçus, par exemple, la France a une situation moyenne, mais si on prend par exemple la mortalité, eh bien là encore, les travaux suggèrent que la France est plutôt mal placée par rapport aux pays de l'Europe de l'Ouest. Nous avons ici des indices encore relatifs d'inégalité par rapport au niveau de revenus. Et vous voyez, dans l'Europe centrale, nous avons des inégalités très très fortes, un surrisque de mortalité des personnes les moins éduquées par rapport aux plus éduquées qui est de l'ordre de 4. Mais si je m'intéresse à la partie gauche du graphique, on voit qu'on a plus d'un doublement du risque de décès
pour les personnes les moins éduquées par rapport aux plus éduquées en France, alors qu'on observe quelque chose d'un peu plus bas, par exemple dans les pays d'Europe du Nord ou encore dans les pays d'Europe du Sud, comme ici en Italie ou en Espagne. C'est à peu près la même chose que l'on voit chez les femmes. Venons-en, après ce bref constat, donc aux causes des inégalités sociales de santé. Alors, elles sont très très nombreuses, on va devoir aller très vite, et donc du coup, il y a des choses qu'on va passer assez rapidement. Donc, bien évidemment, quand on voit ce gradient, on ne peut penser, bien sûr, d'abord à un effet causal des conditions matérielles de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on le voit, on a une forte évidence, et notamment les suivis longitudinaux permettent de mettre en évidence qu'on a une accumulation aussi de ces inégalités sociales tout au long de la vie qui vont jouer sur la santé et la mortalité. Par exemple, ici, un travail qui avait été fait qui suggère que même des épisodes passés de précarité qui auraient été vécus pendant l'enfance, même à revenus donnés aujourd'hui, profession, etc., jouent encore et provoquent plus d'un doublement des risques de mauvaise santé. Donc, on a cette accumulation des risques sociaux qui vont se traduire tout au long de la vie sur les risques de maladie et la capacité à la combattre. On sait également que l'environnement social au sens plus large joue. Par exemple, on sait que au-delà des conditions matérielles, les relations sociales que connaissent les gens à travers leur environnement, le soutien qu'ils peuvent obtenir, soutien matériel, soutien émotionnel de leur environnement, ou encore leurs conditions de travail, par exemple ici l'absence d'autonomie au travail. Tous ces facteurs psychosociaux sont également, là encore, des facteurs de mauvaise santé. Or, on sait que ces facteurs psychosociaux, eh bien, ils sont davantage concentrés parmi le bas de la hiérarchie sociale. Les personnes ont un réseau social moins dense, plus de chances d'être isolées, et surtout un réseau social qui apporte moins d'aide matérielle, par exemple, ou moins d'aide en cas de problème. On sait aussi qu'il y a des effets de comparaison sociale, et par exemple, le fait de subir le fait d'avoir un revenu inférieur aux autres est là aussi associé à un risque de mauvaise santé. Concernant les facteurs de risque, à présent, là encore, il semble être l'une partie des explications, même si leur place parmi la quantité que l'on peut expliquer des inégalités sociales de santé est débattue. Alors, pardon, excusez-moi, j'allais en venir d'abord sur, l'effet inverse tout d'abord, je pensais avoir mis mes diapos dans l'autre sens. En dehors d'un effet causal, en dehors d'un effet causal du statut social sur la santé, en fait, certains travaux ont expliqué aussi que le gradient social qu'on observe est lié à un effet inverse, c'est-à-dire c'est pas seulement la situation sociale qui impacte la santé, mais aussi la santé qui augmente les risques de difficultés dans le parcours professionnel et de difficultés économiques. Alors là, c'est une étude, par exemple, que nous avions faite et qui avait montré l'impact de la santé et des facteurs de risque adoptés par une personne pendant qu'elle était en emploi sur les risques ultérieurs de se retrouver au chômage. Et on voit par exemple, notamment chez les femmes, qu'une femme obèse a 2 fois plus de chances environ, même si elle a aujourd'hui un emploi, de se retrouver au chômage 4 ans après. Et on a encore un risque 70% plus élevé de se retrouver au chômage quand on avait une mauvaise santé perçue, quand on était en emploi. Les travaux récents sur la vie après le cancer ont montré la même chose. Et là encore, on sait que le cancer est source de difficultés économiques pour les personnes, notamment à travers les difficultés à conserver son emploi, l'impossibilité également de conserver le même temps de travail qui là aussi est lié au revenu. Et là, vous voyez, par exemple, dans cette étude, ce qui a montré la diminution des revenus connus par les gens 2 ans après leur cancer. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une diminution des revenus dans tous les groupes sociaux, mais là encore, l'ampleur de cette diminution n'est pas la même selon les groupes. C'est bien évidemment les indépendants, les artisans, les chefs d'entreprise qui supportent la plus grosse bête, parce qu'ils sont moins protégés par leur système de protection sociale, mais on voit que les ouvriers, par exemple, eux aussi, connaissent des diminutions plus fortes que les cadres.
J'en viens donc aux facteurs de risque dont je voulais vous parler auparavant. Et donc, voici par exemple les derniers résultats que l'on peut avoir sur le gradient social face au tabagisme. Alors là encore, vous pouvez observer des surrisques d'être fumeur selon le niveau de revenu. Et donc, comme vous le voyez, là encore, parmi les plus pauvres, il y a un doublement de risque de tabagisme quotidien. Au contraire des comportements à risque plus mesurés, comme par exemple le fait d'être fumeur occasionnel, eh bien là, on voit que c'est un gradient inverse. Donc, ce n'est pas tellement le fait d'être fumeur en tant que tel, mais c'est le fait d'adopter un comportement plus risqué. De même, on observe une augmentation de ces inégalités face au tabagisme. Vous avez ici les résultats pour 3 cohortes de naissance, et de même que je vous montrais tout à l'heure que pour le cancer du sein, on avait des inégalités inverses chez les femmes qui se sont aujourd'hui renversées. Sur la partie droite de ce graphique, on voit que les indices d'inégalité étaient en dessous de 1 pour les générations anciennes. Ça veut dire que les femmes les plus éduquées fumaient plus. Aujourd'hui, même chez les femmes, on a des indices d'inégalité qui augmentent et donc une augmentation croissante de ces inégalités. Concernant l'obésité, c'est la même chose. Là encore, si pour le surpoids, on voit peu de différences sociales, des inégalités fortes, un gradient social d'obésité, et là encore, les enquêtes OBEPI nous montrent que l'augmentation avec les années de l'obésité est beaucoup plus forte chez les plus pauvres que les plus riches. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais il y a peut-être des problèmes de déclaration, l'alcool n'est pas la première source d'inégalité sociale de santé, puisque là, si on voit des inégalités, elles sont plutôt un peu inverses, notamment pour l'alcoolisation chronique un peu mesurée. Voilà. Alors, maintenant, venons au dernier cas pour observer quand même la place du système de soins. Le président du conseil scientifique nous a dit que beaucoup de choses se faisaient en amont, mais beaucoup de choses se jouent encore dans le système de soins. Alors, beaucoup de travaux ont renseigné les inégalités de recours aux soins, c'est-à-dire que l'on s'intéresse à l'utilisation que font les différents groupes sociaux du système de soins, bien sûr, à besoin de soins donnés, à maladies comparables, puisque comme on l'a vu avant, comme les maladies sont plus fréquentes en bas de l'échelle sociale, les personnes les plus défavorisées, les plus pauvres, sont plus utilisateurs dans l'absolu du système de soins. Mais si l'on tient compte de ces besoins de soins, ce que l'on observe, comme vous voyez, c'est qu'il y a là encore un gradient dans l'utilisation du système de soins, les plus pauvres utilisant moins souvent le système de soins, notamment pour les soins spécialisés ou pour les soins préventifs, ici, coloscopie, mammographie ou examen des yeux. Alors, c'est assez intéressant de voir que pour le spécialiste, la population est vraiment coupée en deux, c'est-à-dire nous avons les 50% à droite de la population qui ont les revenus les plus élevés qui utilisent ces soins, alors que les 50% les plus pauvres de la population ne les utilisent pas. Alors, de nombreux facteurs peuvent expliquer ça, des différences d'abord éventuellement culturelles, de connaissances, d'informations sur le système de soins, mais aussi bien sûr des différences géographiques. Les plus pauvres ou les plus riches n'habitent pas au même endroit, et donc on sait qu'il y a un effet très fort de la densité médicale, et notamment de la densité de spécialistes. On sait aussi qu'il peut y avoir éventuellement des différences d'orientation dans le système de soins par les médecins généralistes. Enfin, il y a également d'autres différences qui sont liées à l'organisation des soins, mais aussi à notre mode de financement du système de santé. Alors, quelques mots pour finir sur ces points qui peuvent être illustrés par des comparaisons internationales. Donc, si l'on regarde le placement de la France par rapport à ces inégalités, eh bien, ce que l'on voit, c'est que pour le généraliste, dans tous les pays, vous avez ici, sur ce graphique, la probabilité annuelle d'aller chez le généraliste, c'est le petit losange bleu moyen, et puis vous avez cette même probabilité en blanc pour les 20% les plus pauvres de la population et en bleu très foncé pour les 20% les plus riches de la population. Comme vous le voyez, à part au Canada par exemple, où il y a des différences, dans beaucoup de pays, les losanges sont très très rapprochés, ce qui signifie que finalement cette probabilité est très proche dans tous les groupes.
vous pouvez remarquer au passage qu'en France, on a un accès aux généralistes qui est très élevé par rapport à ce que l'on observe dans les autres pays, avec 85% de la population qui voit un généraliste dans l'année. Si maintenant je regarde les soins de spécialistes, nous voyons que la France a aussi en moyenne un recours élevé aux soins de spécialistes. Près de 60% de la population voit un spécialiste dans l'année. Par contre, ce que l'on voit, c'est que nos losanges sont très très éloignés et que nous sommes le pays parmi les pays considérés ici, d'après ces données, où les inégalités face à l'accès aux spécialistes sont les plus élevées. Et ce qui fait qu'en dépit d'un niveau très élevé en moyenne, eh bien, les 20% les plus pauvres peuvent se retrouver en France à avoir moins d'accès aux spécialistes, par exemple qu'au Canada, qui a une probabilité en moyenne légèrement inférieure. Je prends un exemple que j'ai mis en vert, qui est ici le Royaume-Uni. Qu'est-ce que l'on voit au Royaume-Uni? Les gens vont très peu chez le spécialiste, car le système de soins est très fortement organisé vers les soins primaires. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une parfaite superposition des petits losanges. Alors, pourquoi aucune inégalité en termes relatifs entre groupes sociaux en Angleterre? Eh bien, deux caractéristiques dont on pourra peut-être discuter dans la journée. D'une part, les soins sont gratuits au point de délivrance pour les patients. Le patient n'a pas à payer, il n'a pas à avancer les frais lorsqu'il se fait soigner. Deuxième chose, on ne peut pas du tout aller chez le spécialiste sans avoir été orienté par son médecin généraliste. Et donc, c'est toute l'idée du gatekeeper. Deux choses qui, en France... Alors, on a eu la réforme du médecin traitant. Toutefois, on voit qu'il y a quand même toujours des possibilités d'accès direct. Et donc, l'organisation des systèmes joue là encore sur l'ampleur de ces inégalités. Si j'ai encore une minute, je voudrais parler quand même du coût pour les patients, pourquoi des barrières financières à l'accès aux soins en France? Eh bien, tout simplement parce que notre système laisse un reste à charge après remboursement par l'assurance maladie. Ici, quelques résultats issus des données de l'assurance maladie qui s'est intéressé au reste à charge de personnes sur 6 années, les restes à charge cumulés. Eh bien, nous avons observé, si on regarde les montants de reste à charge auxquels les gens peuvent faire face, que pour 50% de la population, ces restes à charge après remboursement par l'assurance maladie sont supérieurs à 2 000 €. Et il y a même 10% de la population, par exemple, qui supportent des restes à charge supérieurs à 6 000 €. Donc, effectivement, ces niveaux de reste à charge peuvent constituer des barrières à l'accès aux soins, notamment pour les personnes qui n'auraient pas de couverture complémentaire santé, qui peuvent couvrir une partie de ces restes à charge, ou qui auraient des complémentaires santé de mauvaise qualité. Alors, de manière évidente, les personnes déclarent des renoncements aux soins pour raisons financières en France, et c'est une partie assez importante de la population qui déclare avoir dû renoncer à des soins. De manière attendue, ces renoncements sont particulièrement importants pour les soins qui sont mal remboursés par l'assurance maladie, les soins dentaires, les lunettes, mais on voit aussi des renoncements pour les consultations de médecins et pour les autres types de soins, et notamment les médicaments. Et bien évidemment, ces renoncements aux soins sont très reliés à la couverture santé dont bénéficient les gens, et c'est bien sûr les personnes qui ne bénéficient d'aucune couverture complémentaire santé qui sont le plus susceptibles de renoncer. Les personnes bénéficiaires de la CMU renoncent elles aussi un petit peu plus que les autres. Pourquoi ? Parce que la CMU ne couvre pas tout à fait tout, et puis surtout ce sont des personnes très pauvres, donc dès que quelque chose n'est pas couvert, elles sont amenées, elles aussi, à devoir renoncer. Alors, je finirai donc sur les inégalités face à la complémentaire santé, puisque l'on voit que dans notre système, la complémentaire santé est l'une des sources d'inégalités d'accès aux soins, et donc qui peuvent être en partie l'une des explications des inégalités de santé en France, et peut-être en partie de notre mauvais classement à l'international. Qui a accès à une complémentaire santé? Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est qu'en fait,
l'accès à la complémentaire santé n'a jamais été autant généralisé. En 1998, c'était 16% de la population qui n'avait pas de complémentaire santé. Aujourd'hui, c'est simplement 5% de la population qui n'a pas de complémentaire santé. Donc, plusieurs lois, et notamment l'introduction de la couverture maladie universelle en 2000, a très fortement fait diminuer le nombre de personnes non couvertes. D'autres lois favorisant les complémentaires santé d'entreprise ou l'aide complémentaire santé ont elles aussi permis de réduire la non-couverture. Toutefois, il reste des non-couverts, et ces non-couverts, eh bien, ça n'est pas n'importe qui, c'est essentiellement des personnes qui sont au chômage ou des personnes qui sont des personnes au foyer ou des personnes inactives. Alors, à partir du 1er janvier, nous sommes fin décembre, une loi va être mise en place pour généraliser la complémentaire santé d'entreprise. Alors, que pouvons-nous dire de l'impact de cette loi sur... à quoi pouvons-nous nous attendre sur la non-couverture après le 1er janvier en France? Eh bien, finalement, on n'est pas certain que ça changera grand-chose, puisque finalement, dans ce graphique un peu compliqué, je m'arrêterai là, puisque donc plusieurs simulations ont été faites. Vous avez ici, aujourd'hui, nous avons 5% de couverture. Selon les scénarios que l'on peut envisager, nous pensons que la non-couverture devrait tomber à entre 3, on va dire, entre 3,5 et 2,5% à l'issue de cette loi, puisque la complémentaire santé va être généralisée aux salariés du secteur privé ainsi qu'aux chômeurs, anciens salariés du secteur privé, pendant leur première année de chômage. Toutefois, si on regarde maintenant par groupe de revenus, on voit que cette loi, eh bien, finalement, ne va pas véritablement permettre de réduire les inégalités face à la couverture, puisque nous allons observer une diminution de la non-couverture dans tous les groupes de revenus. Mais bien sûr, c'est avant tout dans les groupes les plus favorisés que cela va permettre de réduire la non-couverture, où il y avait quand même de la couverture choisie, j'allais dire. Par contre, chez les personnes les plus exclues, chez les retraités assez pauvres, chez les chômeurs de longue durée, chez les jeunes qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail, eh bien, cela ne va pas permettre de changer grand-chose. Donc, on voit qu'il laisse quelque chose à faire pour améliorer l'accès aux soins des personnes les plus pauvres. Donc voici pour ce bref constat. Donc pour conclure, je dirais qu'il y a des causes multiples de ces inégalités qui sont en dehors du système de soins, mais qui sont aussi dans le système de soins. Et donc ce sont autant de politiques possibles, ce que Pierre Lombrail va sans doute vous expliquer dans quelques minutes. Je vous remercie de votre attention.